écran noir, vous faites F5, vous faites refresh. Si jamais ça lag, vous me dites, je ferai une modification dans le framerate ou un truc comme ça. Normalement, ça devrait marcher. Donc du coup, cours sur les forces fondamentales et leur champ. Donc on va voir ce que sont les deux forces fondamentales au programme de première spé, sachant qu'il y en a quatre en tout, les deux autres vous les verrez en terminale. Et ce que c'est la notion de champ. Alors la première force fondamentale qu'on connaît tous maintenant, c'est l'interaction gravitationnelle. Donc ça concerne l'infiniment grand, c'est-à-dire qu'il faut qu'un objet ait une masse suffisante pour pouvoir attirer un autre objet. Si la masse n'est pas suffisante, l'interaction gravitationnelle, la force, est beaucoup trop faible. Alors deux corps ayant une masse s'attirent entre eux, c'est une force attractive. Donc celle qu'on a vue au collège, c'est le poids. Donc le poids, c'est la Terre qui est une masse énorme qui attire tous les objets à sa surface. Donc la formule du poids, c'est la masse de l'objet fois le champ de gravitation. On y reviendra après, avec la valeur du champ de gravitation qui est aussi entre 9,82, 9,81, ça dépend un peu de là où on se trouve sur Terre. Mais en fait, la formule du poids découle d'une formule plus compliquée et plus générale, qui est la force d'interaction gravitationnelle, qui est à savoir ou qui vous sera donnée au bac. Tout dépend de l'humeur de ceux qui font le bac, mais la plupart du temps elle est donnée. Si on considère un objet de masse mb et un objet de masse ma, ces deux objets sont en interaction, c'est-à-dire qu'ils s'attirent l'un et l'autre, via la formule G fois M1 fois M2 divisé par la distance au carré. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les forces F1 et F2, donc la force de A sur B et la force de B sur A, sont toujours les mêmes, ont la même valeur mais sont de sens opposé, et dépendent de la masse de l'objet 1, de la masse de l'objet 2, et naturellement de la distance entre les deux objets au carré. C'est-à-dire que si j'éloigne les deux objets de fois 2, les forces sont divisées par 4, puisque c'est au carré. Donc plus je m'éloigne, et moins les forces de gravitation sont fortes. Grand G, c'est la constante de gravitation universelle qui est ici. Alors je vais faire un zoom. Elle n'est pas à savoir, elle est donnée dans l'énoncé. Donc c'est une constante qui permet à la formule d'être homologue. Les masses en physique s'expriment en kilos et la distance en mètres. Donc par exemple, si je prends ici une simulation, ici j'ai le Soleil, j'ai la Terre, ce sont deux objets célestes dans l'infiniment grand qui ont des masses suffisantes, et on remarque qu'elles sont en interaction gravitationnelle, c'est-à-dire que le Soleil attire la Terre, et la Terre attire également le Soleil. C'est le principe d'action-réaction. Ce que vous voyez là, c'est le vecteur vitesse, et on observe que la Terre est en chute permanente vers le Soleil. Mais comme elle a une vitesse, elle chute de façon circulaire. Donc en fait, elle ne tombera jamais sur le Soleil, ou alors elle tombera de façon continue. J'espère être bien clair. Donc finalement, à l'échelle, le Soleil est là, la planète est là. Donc c'est beaucoup plus petit, les distances sont énormes. Alors si je prends un laboratoire sur la gravité, je prends un objet qui a une masse m1, un objet qui a une masse m2, et on remarque bien que les forces sont identiques. Si je fais varier la masse de l'objet 1, avec cette magnifique son, on remarque que les deux forces naturellement augmentent, mais par contre, elles sont toujours identiques. Donc on appelle ça des forces d'interaction gravitationnelle, qui sont toujours identiques, je le répète, c'est très important, et qui dépendent de la masse, mais également de la distance. Donc vous voyez, quand je m'éloigne un petit peu, on a directement une grosse descente, puisque c'est divisé par la distance au carré. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Apparemment, ça va. Donc, ce qu'il y a à retenir pour le bac, deux objets qui ont une certaine masse s'attirent l'un à l'autre, et la formule pour calculer ça, c'est la masse de l'objet 1 fois la masse de l'objet 2, divisé par la distance au carré, fois la constante de gravitation universelle. Donc ça concerne l'infiniment grand. On peut faire la même chose, mais cette fois-ci dans l'infiniment petit. Sauf que la force qui gouverne l'infiniment grand, c'est l'interaction gravitationnelle, la gravité. La force qui gouverne l'infiniment petit, c'est l'interaction électrostatique. Alors, dans le cours normal, j'avais prévu deux vidéos, donc rien ne m'empêche de vous les montrer. Donc, vidéo 1, regardons ce qui se passe. Donc, c'est celle-ci. Avec un chiffon de laine
et approchons les dents du peigne d'un filet d'eau régulier coulant d'un robinet. Le filet d'eau est attiré par le peigne. Remplaçons le peigne par un double décimètre en plastique. Nous obtenons le même effet. Cette expérience illustre l'existence du moment dipolaire permanent présenté par les molécules d'eau. Alors, en quoi ça illustre l'interaction électrostatique? Alors, électrostatique, ça veut dire électricité, électro et électron. Ce qui se passe ici, quand je frotte une règle ou un bâton dans un polymère quelconque, j'arrache ou je rajoute des électrons, donc des charges négatives sur ce bâton. Ici, sur mon schéma, je vais zoomer, hop, voilà. Sur mon schéma, on remarque que le bâton est chargé négativement. Ce qui va se passer, c'est que l'eau, qui je vous rappelle est une molécule polaire, va présenter ici, vous voyez, sa partie positive, et ça va avoir pour effet de dévier le filet d'eau. Ce qui veut dire que la partie positive de l'eau est attirée par la partie négative du bâton. Vous voyez? Donc on commence à comprendre qu'une interaction électrostatique, c'est une force créée entre une charge négative et une charge positive. Quand la charge est négative et la charge est positive, on observe une attraction, symbolisée ici par la déviation du filet d'eau. On peut faire aussi, donc là c'est ce qu'on appelle une électrisation à distance, c'est-à-dire que les forces s'exercent à distance. Vous voyez, il n'y a pas de contact, mais ça marche quand même, c'est comme pour la gravitation. On peut aussi montrer des notions d'électrisation par contact. Donc sur la deuxième vidéo. Alors expérience que vous pouvez faire chez vous naturellement. De polystyrène. Rien de remarquable. On frotte cette réglette avec une serviette en papier, puis on la rapproche de nouveau. Elle les attire. Elle s'est donc électrisée par frottement. Du bout des doigts, on essuie la réglette, puis on la rapproche des grains. Elle ne les attire plus. Alors pour ça, c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, on considère qu'on a frotté le bâton, le verre là, on lui a mis des charges plus. Le morceau de papier qui est neutre, ce qui va se passer, c'est que à distance, les charges moins qui sont contenues dans le papier vont se faire attirer par les charges plus du bâton. Les charges plus vont se faire repousser, c'est pour ça qu'elles sont à l'extrême opposé. Et du coup, les morceaux de papier vont venir se faire attirer par une force d'interaction électrostatique sur le morceau de verre. Quand il y aura contact, cette fois-ci, on remarque que le morceau de papier retombe, puisque les charges, finalement, avec contact, tout s'homogénéise au sein du milieu. On peut remarquer, j'ai ici une petite animation. Donc ici, vous voyez, j'ai un ballon avec des charges plus et des charges moins. Ici, j'ai un pull avec des charges plus et des charges moins. Ce qui se passe quand je frotte ici, j'arrache les charges moins du pull. Vous voyez? Donc là, je continue à cliquer. Ce qui va se passer, c'est que maintenant mon ballon est chargé très négativement et le pull est chargé très positivement. Et si je lâche mon curseur, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que voilà, les charges moins du ballon sont attirées par les charges plus du pull. Donc ça se fait dans le domaine de l'infiniment petit, dans le domaine atomique, et on voit qu'on a une interaction électrostatique, c'est-à-dire, vous voyez ici, les moins sont attirés par les plus. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais ça ici? J'en sais rien, on va voir. Vous voyez, les charges moins qui sont dans le mur, cette fois-ci, elles sont repoussées par les charges moins du ballon. Parce que les moins repoussent les moins, et les moins se font attirer par les plus. Les opposés s'attirent. Vous voyez, donc ce qu'on remarque, c'est que, à la différence de l'interaction gravitationnelle, l'interaction électrostatique peut être répulsive. Ici, je repousse quand les charges sont identiques, mais peut être attractive quand les charges sont différentes. Alors que pour l'interaction gravitationnelle, on est toujours sur de l'attractif. C'est ce que j'ai mis ici. Schéma. Alors, deux corps ayant une charge s'attirent ou se repoussent selon leur charge respective, ce qui est logique entre eux. Deux forces attractives ou répulsives sont produites. Donc là, ici, j'ai une charge, donc on imagine l'infiniment petit, positive, plus une charge négative, on va avoir une attraction. Quand deux charges sont de signe opposé, elles s'attirent. Ça ressemble cette fois-ci à l'interaction gravitationnelle. Par contre, quand deux charges ont le même signe, ici plus et plus, elles se repoussent.
Donc quand deux charges sont de signes identiques, elles se repoussent. La formule de la loi d'interaction électrostatique s'appelle la loi de Coulomb, et quasiment identique dans son format à la formule d'interaction gravitationnelle. Regardez, la force 1 égale la force 2, force 1, force 2, égale une constante fois les charges divisé par la distance au carré. Si je fais un retour sur l'interaction gravitationnelle, une constante, cette fois-ci elle s'appelle G, et là pour l'interaction gravitationnelle on ne parle pas de charge mais de masse. Donc la seule chose qui change, c'est qu'ici on parle de masse, l'interaction, les forces sont créées par des masses, et ici les forces sont créées par des charges, mais sinon vous voyez c'est quasiment la même formule. Donc si on connaît l'une, on connaît l'autre. Sachez que les charges qui sont ici ne valent pas forcément 1, 2 ou 3, ou peuvent avoir plein de valeurs différentes. Elles peuvent avoir des valeurs complètement cheloues. La constante ici s'appelle la constante de Coulomb, enfin elle a un autre nom mais peu importe, et elle vaut 8,9 fois 10 puissance 9. Parfois dans les exercices, elle vaut 9, unité SI. Donc c'est une constante qui ressemble à la constante de l'interaction gravitationnelle, mais qui n'est pas la même puisqu'elle s'exprime dans l'infiniment petit cette fois-ci. Les charges Q s'expriment en coulomb, c'est l'unité de la charge, et la distance, c'est en mètres. Et pareil, hein, c'est en mètres au carré. Donc si je multiplie la distance par 2, je divise la force par 4, puisque c'est au carré. Voilà. Donc ça, en fait, il suffit de savoir appliquer. En exercice, on vous donne une masse 1, une masse 2, calculez les forces. Ou alors on vous donne les forces, les masses, calculez la distance avec une racine carrée. On y reviendra en exercice. Ou alors on vous donne une force, une distance, une masse. Il faut calculer la masse restante. Pareil pour ici, on peut vous donner par exemple les charges, la distance, ça en énoncé, calculer les forces d'attraction. Voilà, donc où est-ce que j'en étais ici? Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Alors maintenant on va passer à la notion de champ. Les champs de force. Alors qu'est-ce qu'un champ? Alors vous avez déjà tous vu ici à la météo, quand on regarde la météo, des lignes de champ comme ça. Alors qu'est-ce que c'est un champ? Qu'est-ce que c'est quand on parle de champ en météo? Les champs sont des lignes sur laquelle la valeur de la température, quand on parle de la météo, est toujours la même. Admettons ici, on a 20 degrés. 20 degrés, 20 degrés, 20 degrés, 20 degrés. Ici, par exemple, 21 degrés. 21, 21. Ici, 22. Ça peut marcher également pour les pressions atmosphériques. Ici, on a 1000 hectopascales. Ici, 1004. Ici, 1003. Ici, 1002, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'un champ? Un champ représente la cartographie dans l'espace d'une grandeur réelle. En gros, un champ, c'est plusieurs endroits de l'espace où une valeur est identique. Par exemple, ici, sur le trait, toutes les valeurs sont identiques. Sur le trait là, toutes les valeurs sont identiques. Mais ça peut être aussi un champ vectoriel. Dans ces cas-là, c'est un trait qui contient des vecteurs et où tous les vecteurs ont la même caractéristique, même sens, même direction et surtout même norme. Même norme, pardon. Exemple, un champ de température, c'est une ligne où la température est partout la même. Un champ électrique, c'est une ligne où tous les vecteurs force électrostatiques sont les mêmes. Alors pour ça, rien ne vaut une petite simulation. Alors par exemple ici, je prends une charge plus. Vous voyez? Ici, je prends une charge moins. Et bien là, toutes les flèches que vous voyez là, ça s'appelle un champ. Vous voyez? Alors je vais mettre un truc très simple, comme ceci, ici, ici. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle une ligne de champ. Le champ donne des vecteurs qui sont tous identiques en valeur. Et cette notion de champ peut nous permettre de ne pas avoir à calculer les forces d'interaction électrostatique à plusieurs endroits différents, parce que si on connaît la valeur de cette flèche-là, et qu'on connaît la ligne de champ, et ben on connaît la valeur de cette flèche-là, de celle-ci, de celle-ci, de celle-ci, etc., etc. Donc vous imaginez vraiment qu'un champ, et c'est une notion assez compliquée à comprendre, qu'un champ c'est un endroit où les vecteurs sont toujours les mêmes. Alors je vais essayer de taper ici dans Google Images, champ gravitationnel. Vous allez voir, image. Je vais essayer d'en trouver une simple. Par hasard, je pense qu'on pourrait prendre, admettons, celle-ci. Celle-ci. Alors, un champ gravitationnel, c'est quoi? Hop, j'essaie d'avoir l'image en grand. Voilà. C'est un peu grados, mais bon, peu importe. Alors, regardez.
Si je trace ici un cercle autour de la planète qui est là, un cercle, eh ben, on remarquera que tous les vecteurs ont la même intensité. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle un champ. Endroit où tous les vecteurs ont la même intensité. Voici un autre champ. Si je trace un cercle ici, eh ben, on a un endroit où tous les vecteurs ont la même intensité. C'est un champ. Donc si je calcule la valeur d'une force ici, eh ben, pas besoin de calculer les autres, parce que celle-ci, 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 etc. seront identiques. Dernière chose, ici, si je trace un cercle ici, on remarquera que toutes les forces sont identiques. On a donc un champ, endroit où tous les vecteurs sont identiques, en intensité. Donc là, je mettrai une simulation du cours pour revoir chez vous. Je ne sais plus ce que c'est, je peux regarder. Voilà. On va attendre qu'elle charge. Ah bah voilà, c'est les champs des charges, vous voyez. Hop. On y reviendra quand on se reverra. Dernière partie du cours, le lien entre les champs de gravitation et la force d'interaction gravitationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? On va considérer le poids. Le poids, c'est la masse d'un objet fois la gravitation. On a vu également, maintenant, qu'en fait, la force de gravitation, qui est équivalent au poids, c'est égal à une constante fois la masse de la planète fois la masse de l'objet divisé par la distance au carré. Ben, par analogie, on a le poids qui est égal à une force d'interaction gravitationnelle. Le poids et la force d'interaction gravitationnelle, c'est la même chose. On peut faire remarquer quelque chose. Regardez. Poids égale masse de l'objet fois ce qu'on a appris au collège, le champ de gravitation. Ici, on a la masse de l'objet dans ma nouvelle formule. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que tout ça, ici, là, la constante de gravitation universelle fois la masse de la planète fois la distance au carré, et bien en fait, c'est égal à petit g. Vous voyez, petit g égale g fois masse de la planète sur d au carré. Et donc ça, en fait, de cette formule-là, on peut calculer ce qu'on appelle le champ de gravitation. Et le champ de gravitation d'une planète dépend de quoi? Dépend de la masse de la planète et de l'altitude à laquelle on se trouve sur cette planète. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je calcule le poids de quelqu'un, et ben, si je calcule le poids de quelqu'un sur Mars, il ne sera pas le même que sur la Lune, qui ne sera pas le même que sur la Terre. Donc le champ de gravitation, la fameuse valeur 9,81 là, dépend de l'endroit, enfin de la planète sur laquelle on se trouve. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y a ici la distance au carré, qui est contenue dans la formule du petit g. Et ben, la valeur de 9,82 là dépend de l'altitude. Par exemple, si je monte tout en haut de l'Everest, j'aurais plus 9,82, j'aurais peut-être 9,70 ou des choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'il me demande de la SMR? Bientôt, bientôt. Donc le champ de gravitation G vu au collège dépend de la masse de la planète et de l'altitude où on se trouve. Donc voilà, ça, c'est la représentation mathématique des petits cercles que je vous ai montrés. Là on a un G, et là on a un autre G, parce que l'autre G dépend de la gravitation, de l'altitude, pardon. Lien entre champ de gravitation et force d'interaction électrostatique. Eh bien c'est la même chose. Si on considère deux charges, plus et moins, qui s'attirent, elles s'attirent via la force qui dit K égale Q1 fois Q2 divisé par la distance au carré. Considérons une charge toute seule, influencée par Q2. Par exemple, je considère que ça. Et dit que cette chose-là se fait influencer par cette charge-là, mais je l'oublie. Et bien on peut simplifier la chose. On considère que la charge Q1, qui est ici, et on peut dire que du coup la charge Q1, la petite charge rouge, subit l'influence de Q2 par l'intermédiaire d'un champ électrique qui est créé. Et ce champ électrique, on le calcule comment? Eh ben en remplaçant. Vous voyez, Q1, c'est la charge qui nous intéresse. Et ben le champ, c'est Q2 divisé par d au carré fois K. Donc le champ s'exprime par K fois Q2 divisé par d au carré. Si je prends ici G, masse de planète, sur la distance au carré, c'est pareil que K, charge de la chose, divisé par distance au carré. Donc en fait, ça permet de faire quoi? Ça permet de simplifier la formule qu'il a, en disant que si on considère qu'une seule charge dans l'exercice, eh ben, la force que subit cette charge est égale au champ créé par une autre charge fois la valeur de la charge qui nous intéresse. Donc comment expliquer ça simplement? Si je mets une petite bille plus dans un champ électrique, valeur qui sera donnée en énoncé, et ben cette petite bille plus va subir une force qu'on peut calculer en faisant
la valeur du champ électrique fois la charge de la petite bille plus. Et la valeur du champ électrique dépend de la charge qui crée le champ électrique. Ici, en l'occurrence, ma petite bille moins. Donc en fait, ce qu'il y aura, c'est dans les exos du bac, on va vous demander soit calculer les forces entre plus et moins grâce à la formule là, ou alors autre exo, on dit que ça, on s'en fout, on considère une charge plus, on considère un champ électrique, calculer la force qui s'explique sur cette petite bille quand elle rentre dans le champ électrique, induit par une charge moins dont on se fout. Donc en fait, il y a deux formules différentes. Ça considère une seule charge, par exemple la rouge, et ça, c'est pour calculer la force plus globalement avec deux charges. Si vous retenez que ça, vous pouvez vous en sortir. Alors, j'ai mis un tableau récapitulatif en cadeau que j'ai chopé dans le livre. Pour finir, l'interaction gravitationnelle donc considère l'infiniment grand. On a une formule d'attraction qui dépend de la masse de A, de la masse de B et de la distance entre les deux objets. Ça crée des forces qui sont attractives. Si je considère qu'un seul objet et que l'autre objet crée un champ, eh ben, le champ se calcule comme celui-ci, voir ce que j'ai dit plus haut. Et en fait, vous voyez, il suffit de lire, j'ai repris la même chose. Et là, pareil, ce qu'il y a à retenir, c'est que les charges électriques, si elles sont positives et négatives, elles s'attirent, elles sont en interaction électrostatique. On calcule via cette formule-là. Si elles sont de charge positive ou négative et négative, elles se repoussent. On calcule avec cette formule-là. Et si on considère qu'une seule charge, par exemple celle-ci, qui est au sein d'un champ, ben cette fois-ci, on peut calculer avec cette formule-là. Et on vous donnera dans l'énoncé la valeur du champ. Voilà. Je vais vous donner aussi une autre vidéo d'un autre type qui explique, vous pourrez la voir par chez vous, peut-être qu'il explique mieux que moi. Et donc voilà, donc de toute façon, la meilleure chose à faire maintenant, c'est de s'entraîner sur des exercices. Alors, je vais regarder vite fait les questions. Est-ce qu'il y a des trucs, des questions?